actualité très chargée, une pause en images avec Philippe Fabry qui nous a ramené un superbe ouvrage du Balouchistan. Il s'agit de l'une des 4 provinces du Pakistan. Alors, vous allez peut-être nous le situer un petit peu plus précisément. Oui, en fait, le Pakistan, il y a au Pakistan une province qui s'appelle le Balouchistan, c'est vrai. Mais le Balouchistan, en fait, s'étend sur 3 pays, Iran, Afghanistan et Pakistan. Le simple Balouchistan, c'est un pays qui est immense. Le simple Balouchistan pakistanais fait 350 000 km², les 2 tiers de la France. Si on ajoute le Balouchistan iranien et le Balouchistan afghan, on a là un pays qui est immense et vide. Et c'est une province en fait qui est très fermée. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Alors en fait, j'ai été posté là-bas comme responsable d'une organisation humanitaire, puisque vous savez qu'après la guerre afghane, pendant la guerre afghane, beaucoup de réfugiés ont quitté le pays, ont traversé ces immensités de pierre et de sable et sont arrivés au Balouchistan. Et ils sont arrivés sur un terrain où il n'y avait rien, ni eau, ni assistance, ni vivres, et il a fallu leur porter secours. Alors, politiquement, pourquoi est-ce que ce Balouchistan est si fermé? Il y a de nombreuses raisons. Il y a une raison historique. C'est une zone tampon entre 2 mondes, le monde perse et le monde indien. Et de tout temps, c'est une zone qui a été un no man's land entre ces 2 empires. Il y a une autre raison, c'est que ce sont des gens assez indépendants, des tribus très turbulentes. Et très facilement, on a des attaques, des kidnappings, des razzias. Et les autorités fédérales préfèrent éviter que les étrangers ou les voyageurs s'y déplacent. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'est un très beau pays. Et surtout, les gens sont extrêmement gentils, extrêmement hospitaliers. Alors justement, c'est une terre très secrète. Comment en sont les habitants? Est-ce que c'est des gens qui vous accueillent très facilement? Comment est-ce que vous communiquez avec eux? Avec un interprète en général, parce qu'en fait, il y a une mosaïque de langues et de cultures. Je pense qu'ils sont restés justement à cause de cet isolement. Il y a peu de communication, les moyens de transport sont difficiles, les pistes sont mauvaises, les conditions climatiques aussi ne facilitent pas le transport. Il arrive qu'un orage arrache tout ce qui a été construit par l'homme, le peu qui a été construit par l'homme, mais que le pays soit isolé. Communiquer avec eux, c'est assez facile lorsqu'on a un interprète. Mais surtout, c'est leur attitude vis-à-vis de l'étranger. Alors, à mon sens, il y a 2 raisons. Il y a d'abord le fait que ce sont des musulmans. L'islam a un très grand respect pour le voyageur, pour l'étranger qui passe. Mais je crois aussi et surtout parce que ce sont des gens qui vivent dans des conditions difficiles, dans un désert. Et là, l'homme aide l'homme. Et le voyageur est toujours très très bien reçu. Alors, dans cet album, il y avait notamment de très très belles photos de cars qui étaient peints. Est-ce que c'est une coutume? Est-ce qu'on peint ainsi toutes les voitures, tous les moyens de locomotion? Dans cette région, oui. Dans cette région, oui. On dépense beaucoup plus d'argent à peindre. Ce ne sont pas des peintures d'ailleurs. Très souvent, ce sont des morceaux de métal ou des morceaux de plastique. C'est de la récupération et tout ça est découpé en petits losanges, en petits carrés, en petits triangles. Et on assemble ça pour faire effectivement une espèce de cathédrale de lumière. Voilà. Alors ça va me permettre de faire un très beau lien.